Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre. On est ensemble pendant 45 minutes pour une émission qu'on va consacrer à l'après-attentat terroriste de ce début d'année et dont le thème pourrait être « Et maintenant ?» On va parler d'éducation, de laïcité, de police, de réseaux sociaux, tout un tas de thèmes avec de nombreux invités sur le plateau que je vais vous présenter tout de suite. Catherine Ruff, bonjour, vous êtes directrice de l'association ISI. ISI, ça veut dire Insertion, Solidarité et Intégration. Patrick Asensio, vous êtes secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Yvan Gastaud, vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Nice-Sophia Antipolis et vous avez coécrit un ouvrage qui s'appelle « Les années 30 sont de retour ». Xavier Garcia, vous êtes premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Rudy Sall, député UDI des Alpes-Maritimes et vice-président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Et puis Alain Galland, vous êtes secrétaire académique du SNES, donc syndicat d'enseignants, secrétaire académique donc pour l'Académie de Nice qui comprend les Alpes-Maritimes et une partie du Var. Je vous dis également que nous serons en duplex tout à l'heure avec Nicolas Pellissier, qui est un professeur de l'Université de Nice, spécialiste des réseaux sociaux. Alors, pas mal de thèmes qu'on va aborder dans cette émission. Je propose qu'on commence par l'éducation, parce que c'est un thème central qui revient depuis plusieurs jours. Et on va commencer par une question au gouvernement qui a été posée mercredi, donc par Rudy Sall. C'était les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. On écoute Rudy Sall. L'école doit enfin être le sanctuaire de la laïcité. Une laïcité que nous devons défendre sans état d'âme face aux menaces qui la guettent, mais une laïcité de bienveillance, de réconciliation et non pas une laïcité de défiance ou de rejet de l'autre. Une laïcité qui soit à la fois un poing serré et une main tendue. Et je propose d'ailleurs qu'on lève les couleurs dans les écoles et qu'on apprenne la Marseillaise aux enfants. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement entend-il s'engager sur ce chemin sur lequel il nous trouverait le groupe UDI? Je vous remercie. Merci. Alors c'est une question de Rudy Sall à laquelle a répondu Najat Vallaud-Belkacem. Vous aviez posé la question au Premier ministre, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a répondu. On va l'écouter tout à l'heure. Rudy Sall, est-ce que vous êtes, dans cette question-là que vous posez, est-ce que vous êtes pour quelque chose dont on parle depuis longtemps, depuis de nombreuses années, une laïcité de combat? Je crois que, enfin je ne sais pas si c'est une laïcité de combat, mais je crois que la laïcité doit être, disons, un dogme incontournable dans la République. Nous sommes sur une des données fondamentales de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu de pouvoir justement l'affirmer haut et fort, d'autant qu'au lendemain de ce que nous venons de vivre, nous avons vu un certain nombre de problèmes se manifester dans les écoles, et ce qui a posé de nombreux problèmes, et en pose encore. J'écoutais les informations ce matin, encore d'autres incidents sont intervenus. Ceci est inadmissible. Je le disais, l'école est un sanctuaire de la République dans lequel on est là pour débattre, bien entendu, mais les questions religieuses doivent rester à l'écart, surtout quand elles sont faussement religieuses. Parce que nous voyons bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des questions qui nous préoccupent, ça n'est pas une question qui touche à l'islam, c'est des questions qui touchent à une déviance de l'islam, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc je crois qu'effectivement, nous devons nous mobiliser pour une laïcité très forte à l'intérieur de nos institutions et en particulier à l'intérieur de l'école. Alors, Xavier Garcia, je parlais de laïcité de combat, c'est un terme qui a été repris de nombreuses fois, mais notamment par Vincent Payon. Et en fait, il y a pas mal d'analyses qui disent la laïcité, ça commence quand ce qui structure la société, ce ne sont plus des textes religieux, mais des textes de loi. L'Assemblée, ça commence avec ça. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être réaffirmé aujourd'hui ? Bien sûr. On le réaffirme régulièrement, ce principe de laïcité, parce qu'il est plus actuel que jamais, même si la société a changé et que le principe de la laïcité doit aussi s'adapter aux nouvelles réalités de la société française. Je pense notamment aux musulmans et à leurs lieux de culte. Mais à l'école, on doit réaffirmer haut et fort ce principe. Et je pense notamment à la question des sorties scolaires, où il y a dans les écoles niçoises, comme partout en France, des comportements à géométrie variable, avec parfois l'accompagnement par des mamans qui sont voilées, qui marquent là leur volonté de s'intégrer, mais qui en même temps est une entorse à ce principe de laïcité, à mon sens. Et je crois qu'il faut le réaffirmer encore et partout, et sanctuariser l'école. Sanctuariser l'école aussi, c'est
Ce qu'a fait le gouvernement, c'est rétablir les postes qui avaient été supprimés et puis surtout rétablir la formation des professeurs, des maîtres, pour qu'ils ne soient plus démunis face à certains comportements qu'on a vus cette semaine, qui sont minoritaires mais qui restent significatifs. Alors justement, ces comportements, on va en parler. Je propose avant qu'on écoute la réponse donc de Najat Vallaud-Belkacem, qui répondait à la fois à Rudi Sall et puis aussi à Claude Goasguen. C'était une réponse assez générale, mais sur ces incidents à l'école. Là aussi, c'était mercredi. Question à l'Assemblée, Najat Vallaud-Belkacem. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. Oui, l'école est en première ligne. L'école est en première ligne, elle sera ferme pour sanctionner, pour créer du dialogue éducatif, y compris avec les parents, car les parents sont des acteurs de la coéducation. L'école est en première ligne aussi pour répondre à une autre question, car même là où il n'y a pas eu d'incident, il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais » les « deux poids, deux mesures », pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là ? Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. Et il nous faut nous interroger sur notre capacité à le faire. C'est ce que le Premier ministre a fait devant les recteurs hier. C'est la raison pour laquelle je mobilise l'ensemble de la communauté éducative pour que nous ne répondions pas que par des discours, mais par des actes forts. Merci. Alain Galland, ce qui s'est passé, alors il n'y en a pas eu beaucoup dans l'Académie de Nice, des minutes de silence perturbées, ce que disait la ministre, je suis Charlie, mais il y en a eu quand même pas mal en France. Il y a eu près de 70 établissements qui étaient concernés. Quand vous avez entendu ça, quand vous avez lu ça, est-ce que vous vous êtes dit, je le sentais venir ? Nous sommes retrouvés dans nos établissements face à une situation qui était quand même relativement compliquée. Les personnels ont reçu finalement une injonction du ministère d'organiser dans des conditions très courtes 7 minutes de silence. Et en fait, les collègues se sont retrouvés entre deux contradictions. La première, c'est la commémoration, et la deuxième, c'est l'explication. Et pour les élèves, différencier l'explication et la commémoration, c'est quelque chose de très compliqué. Les élèves, quand on leur demande de faire une minute de silence, la question qui vient naturellement, c'est pourquoi ? Il faut donc expliquer. Et couper ces deux temps, c'est compliqué. Effectivement, aussi, ça a été souligné par les interlocuteurs précédents, la question de la laïcité à l'école, une question qui se pose depuis quelques années, qui n'est toujours pas résolue, et ce n'est pas la charte de la laïcité de l'ancien ministre Peillon qui a changé les choses. Ces questions doivent être débattues longuement. Je ne pense pas qu'on pourra aboutir d'ici quelques semaines à des solutions. Est-ce que vous aviez, ce que disait un peu Xavier Garcia tout à l'heure, dans les sorties scolaires, dans les comportements des élèves, est-ce que vous aviez des indices qui vous permettaient de dire que des fois on était un peu limite, des réflexions un peu limite, et aussi la question, est-ce que vous êtes formé pour répondre à ça ? Nous sentons dans nos établissements, dans les écoles et dans nos établissements, monter cette question depuis un certain temps. Alors, sur la question de la formation, ben non, puisque la formation des enseignants, la formation initiale a été détruite complètement sous la précédente mandature, complètement détruite, puisque les enseignants arrivaient dans les classes sans aucune formation au sortir de l'université. Donc cette formation doit être reconstruite. Ça se passe pas très très bien, mais c'est un chantier qui est long, donc il faudra du temps là-dessus. Et toutes les questions qui traitent de la laïcité, du vivre ensemble à l'école, tout ça, ça doit être effectivement dans les contenus de formation, parce qu'être enseignant, c'est un métier qui s'apprend. Alors, Catherine Ruff, donc l'association ISI, j'ai dit Insertion, Solidarité, Intégration, vous êtes basée sur Cagnes-sur-Vence, vous êtes au contact de jeunes qui arrivent vers vous par le biais de structures sociales, généralement, de services sociaux. Absolument. Est-ce que, bon, il y a pas mal de failles, de manque d'autorité que vous constatez. Est-ce qu'il y a un problème avec ces jeunes à l'école ? À l'école, oui, bien entendu, puisqu'on nous les accompagnons notamment dans le domaine c'est quel type de problème ? Vous me parlez de l'école, donc je vous réponds éducation, accompagnement, parentalité. Nous accompagnons des élèves, notamment des élèves en difficulté, qui nous sont orientés par leurs enseignants, les instituteurs qui nous les orientent. Donc ces enfants ont des difficultés, il faut les accompagner plus que les autres. Voilà, c'est le rôle d'ISI d'accompagner tous les publics les plus fragiles.
C'est pas uniquement les enfants. Non, mais je vous demande ça parce que j'ai regardé un peu dans ce que vous faites. Il y a notamment une initiation à la citoyenneté. Oui, Alors, bien sûr. qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que vous intervenez en complément de quelque chose qui ne serait pas fait à l'école? Et on fera répondre M. Galland après. Disons, en complément, oui, bien évidemment, puisque nous ne sommes pas un organe de l'enseignement, mais on intervient à côté de l'éducation nationale, à côté des différents services de l'État, donc pour de l'accompagnement scolaire ou pour de l'accès au savoir de base, pour des jeunes qui sont sortis du système scolaire avec certains manques au niveau de leur savoir de base. Donc parmi les choses qu'on fait passer, c'est les principes de laïcité, de solidarité et d'intégration et de citoyenneté. Alors Alain Galland, et on va faire réagir après les deux politiques qui sont avec nous sur le plateau. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été dites depuis ces attentats en disant il faudrait peut-être plus développer l'enseignement de l'histoire des religions à l'école ou l'enseignement de la citoyenneté en général. Quel est votre avis là-dessus, Alain Galland? D'abord, l'histoire des religions, est-ce qu'elle est suffisamment enseignée à l'école? Est-ce qu'elle doit l'être? C'est peut-être c'est la ça première peut être question. considéré comme une matière comme une autre. Hein. On est dans le cadre de la laïcité. C'est pas parce qu'on est dans la laïcité qu'on n'enseigne pas l'histoire des religions. Non, mais je pose la question. C'est aussi une question qui peut être posée. Est-ce qu'elle doit l'être? Voilà. Bon. Si on en revient à notre République, elle est démocratique, laïque et sociale. Voilà. Donc, c'est respecter les convictions de chacun. C'est respecter aussi ceux et celles qui n'ont pas de convictions religieuses. Il faut y penser aussi. Alors, l'histoire des religions, actuellement, c'est principalement le programme d'histoire, géographie, et c'est aussi par l'étude des grands textes dans le programme de français. Sur la question de la citoyenneté, c'est intégré au programme d'éducation civique au collège, au programme d'éducation civique, juridique et sociale au lycée, mais ces programmes-là, qui sont en réforme actuellement, puisqu'il y a une consultation qui a été lancée par le ministère pour mettre en place un enseignement moral et civique. C'était le ministre précédent, M. Payon, qui avait lancé ceci. Ces programmes-là vont être revus. Je crois que Mme la ministre a indiqué qu'il s'agissait d'un chantier prioritaire. La question de la citoyenneté, c'est aussi la question de l'exemplarité. Et l'école n'est pas étrangère à la société, et ce qui traverse la société traverse l'école également. Nos élèves, plus particulièrement au collège et au lycée, prennent très souvent, pour exemple, des comportements qui existent dans la société. L'école ne peut pas régler seule toutes ces questions. Alors, Xavier Garcia, Rudi Sall, et après on va aller vers Yvan Gastaut. Cette notion de citoyenneté à l'école, c'est-à-dire que quand on rentre dans une cour d'école, on n'a plus de voile, on n'a plus de croix, on n'a plus de kippa. Est-ce que c'est suffisamment aujourd'hui respecté, enseigné et toléré? Xavier Garcia, Rudi Sall. Oui, dans le cadre de l'école, à part l'exemple que je vous donnais des sorties scolaires où il y a quelques tensions dans certains établissements, à part ça, oui, c'est respecté à l'école. Et moi, je ne serais pas contre l'enseignement des religions, mais comme un fait social, dans un cadre effectivement laïque. Mais j'aimerais revenir aussi sur l'apprentissage de la citoyenneté, sur ce que disait Rudi Sall à l'Assemblée, que je rejoins, sur la Marseillaise, l'apprentissage de la Marseillaise, l'apprentissage de notre idée nationale, mais dans un sens positif. Mais encore faut-il y donner un sens. Moi, je suis petit-fils d'immigrés espagnols, mais mes grands-parents, mes parents m'ont transmis le sens de l'appartenance à la nation française à travers les actes de résistance de mon grand-père, à travers l'accueil qui a été fait à ma grand-mère réfugiée républicaine espagnole. Il faudrait, pour les fils d'immigrés aujourd'hui, notamment d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, montrer le lien qu'ils ont avec la nation française. Je pense notamment aux cours d'histoire et à l'enseignement du rôle des tirailleurs d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, dans la libération de la France. Le débarquement de Provence a vu arriver sur les côtes du Var des gens très colorés. Au Monte Cassino, une bataille décisive de la Seconde Guerre mondiale, là aussi, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs d'Afrique du Nord ont joué un rôle décisif. Et ça, moi, je ne l'ai pas appris alors que j'étais en collège à la Trinité, dans la circonscription de Rudi Sall, et qu'on était une classe mixte avec des gens de toutes origines. Et mes camarades originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, n'ont pas appris le rôle qu'avaient eu leurs ancêtres
dans la libération de la France et dans notre histoire commune. Je pense que c'est très important de revenir sur ce passé commun. Oui, d'abord, je voudrais dire à M. Galland que je regrette tout à l'heure qu'il polémique en disant que la précédente majorité aurait détruit l'école et que l'actuelle la reconstruirait. Tout ça est caricatural et ne me paraît pas aujourd'hui de mise. Moi, je constate simplement que la question que j'ai posée aujourd'hui, ministre de l'Éducation nationale, et les questions qui ont été posées par Éric Ciotti et par Christian Estrosi, à la fois sur le djihadisme et sur les polices municipales, sur la nécessité de renforcer les polices municipales, ont reçu aujourd'hui un accueil très favorable du gouvernement. On aurait posé les mêmes questions il y a 15 jours. La réponse aurait été totalement différente. Mais justement, alors, si la question, c'est est-ce que le thème de l'émission, c'est « et maintenant ». Eh bien, si ces événements ont permis de rapprocher un certain nombre de points de vue, parce que moi je suis de ceux, et c'est pas nouveau, hein, je suis député depuis un certain nombre d'années, et je dis que nous avons matière, entre la droite et la gauche, de nous disputer et d'être en désaccord profond sur des tas de sujets. C'est la démocratie. Mais je pense depuis très longtemps que sur les questions de sécurité et sur les questions d'immigration, il devrait y avoir un consensus national. Parce que ce sont des sujets qui, de toute façon, s'imposent à nous. Il s'agit de l'intérêt majeur du pays et que, en traitant les problèmes, plutôt qu'en les éludant, ou plutôt qu'en défaisant et en refaisant des lois à chaque fois d'alternance en alternance sur ces sujets-là, eh bien, si on arrivait à avoir quelque chose qui soit constructif pour le pays, avec une vision pour l'avenir, on bâtirait probablement une société meilleure que celle que nous avons bâtie depuis de nombreuses années. Yvan Gastaut, dans ce qui s'est passé dimanche, donc il y a eu des marches en province, et puis il y a eu le samedi, et puis il y a eu cette fameuse marche de Paris le dimanche. Il s'est passé quelque chose, reste à définir quoi, il reste à définir si c'est durable. Est-ce que l'école, on va terminer ce chapitre avec vous, hein, est-ce que l'école est un des éléments qui peut faire que ce qui s'est passé ce dimanche-là soit durable? Bon, ce qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'effectivement, on a vécu un événement historique. L'historien vous dira cela. Hein, c'est qu'on pense que cet événement est un événement qui a marqué et qui marquera l'histoire de France. Et dans ce cadre-là, on est dans un nouveau départ, d'une certaine façon, sur beaucoup de thèmes, notamment celui de l'éducation. Hein, parce que effectivement, on sent des reconfigurations, on sent des repositionnements, on sent peut-être que certains problèmes qui existent depuis un certain nombre d'années apparaissent aujourd'hui comme une nécessité à traiter différemment, avec peut-être d'autres moyens, peut-être d'autres réalités, mais qui renvoient effectivement, par exemple, à ce problème de laïcité, qui est un problème qui n'a pas pendant longtemps été posé, parce que vraisemblablement la société était assez figée sur ce cadre-là. Et puis depuis 1989, la première affaire du voile, il y a là un sujet qui est devenu un sujet de société, qui depuis 25 ans anime la vie politique locale, nationale et même européenne d'une certaine façon. Donc il y a autour de ça la nécessité d'envisager une société qui bouge, qui change et de trouver les moyens effectivement de pouvoir les résoudre, ces nouveaux problèmes au sein notamment de l'école. Alors Patrick Asensio, on va passer à la police, ensuite les réseaux sociaux, mais vous allez voir, vous allez intervenir un petit peu dans tous les débats parce que c'est assez transversal au niveau de la police. Juste un mot avec vous là. On a vu ces images aussi des policiers ou des gendarmes qui circulaient dans Paris dimanche et qui étaient applaudis. Est-ce que là, pour vous, c'est quelque chose, là aussi, de durable, d'inhabituel ou de ponctuel? Alors, bonjour à tous. Bien sûr, d'abord, ça remplit nos collègues d'émotion, parce que de voir enfin notre police remercier pour tout ce qu'elle fait tous les jours, alors qu'elle ne l'est pas reconnue, forcément. En plus, durable, on l'espère. On espère que, comme le disait monsieur, cet événement tragique qui a marqué notre République va enfin donner un nouvel élan à notre police nationale, qui malheureusement, depuis quelques années, est en perte d'effectifs. On espère que les effectifs de la police nationale vont commencer, après tout ça, à vraiment réinvestir les terrains de la sécurité, même si elle l'a déjà fait. Et j'espère que cela sera durable. Je vous pose cette néanmoins, par rapport aux images que vous avez vues de ces gendarmes ou de ces policiers félicités par la foule, moi personnellement ça m'a donné la chair de poule, parce que ça représente, si vous voulez, tout le travail en amont des fonctionnaires de police qui ont bien évidemment contribué à établir cette surveillance qui a permis très rapidement l'action de notre police. Il faut le rappeler, notre police est quand même une police estimée dans le monde entier au niveau de sa police de recherche, de sa police de maintien de l'ordre. Et quand je vois ces images, je me dis, en fin de compte, ça me rappelle que dans les cas les plus tragiques, on arrive en fin de compte à s'apercevoir des fondamentaux
Et effectivement, notre police nationale, c'est la dernière barrière de la sécurité de notre République. Oui, parce que on peut se poser la question. Par exemple, il y avait eu ce fameux avion Airbus d'Air Algérie qui avait été investi par c'était des gens du RAID ou du GIGN, enfin je sais plus, peu importe. Est-ce que c'était pas tout à fait pareil? C'était un peu plus loin peut-être pour les gens. Là, les gens ont eu peur, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire que en ce qui concerne le GIGN, tout à fait, le GIGN. En ce qui concerne cette intervention du GIGN sur l'aéroport de Marseille, effectivement que l'intervention a été très médiatisée, exceptionnelle, une des premières grosses interventions antiterroristes en France, mais certainement qu'elle a mis fin, heureusement d'ailleurs, à quelque chose de beaucoup plus dramatique, qui aurait marqué peut-être au niveau de ce qu'on voit aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel, au même titre que le 11 septembre aux États-Unis. Donc ça, on n'a pas cette perception, parce que ça s'est passé sur l'aéroport de Marseille. Par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui sur la région parisienne, ça a été tellement choquant et dramatique parce que notre public est touché dans son cœur, et je pense que là, l'acte terroriste remplit la terreur. Les gens de la police nationale, les fonctionnaires de la police nationale, je comprends bien sûr les gendarmes, ont été exceptionnels dans leur mission. Et de les voir être remerciés comme ça, comme je vous le disais, oui, ça comble nos fonctionnaires. Alors on va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on fasse une parenthèse avant sur les réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. On va poser le problème. Je vous propose de regarder un sujet qui a été réalisé par Benoît Mousset et Jacques Leroux sur Twitter notamment, et la propagation des thèses djihadistes via ces réseaux sociaux. On regarde le sujet. Bloquer les contenus des sites internet islamistes ou contrôler leur accès, depuis le début des années 2000, c'est l'une des missions confiées à l'Office central de la lutte contre la cybercriminalité. Après les attentats de la semaine dernière, le gouvernement entend faire de la surveillance sur la toile une priorité, avec la possibilité notamment de pouvoir supprimer des vidéos en quelques minutes sur des sites grand public, comme cela a déjà été fait par exemple avec le message de revendication d'Amédi Koulibaly publié dimanche, ou avec la propagande de Daesh. Les hébergeurs ou fournisseurs d'accès ont dû s'y plier. On a des cas où il y a une vidéo qui est illégale et on reçoit une demande des polices pour supprimer cette vidéo. Et donc on a eu quelques demandes pendant le week-end. Parfois moins surveillés et beaucoup plus visibles, les messages postés sur les réseaux sociaux. Là aussi, les autorités peuvent demander leur suppression pour apologie du terrorisme. Mais tout contrôler aujourd'hui paraît presque impossible, car Internet offre d'infinies possibilités, surtout à celui qui maîtrise la technologie de ces outils. Il existe des logiciels qui ont été faits spécialement pour contourner la censure. Il faut comprendre qu'Internet, c'est un réseau qui a été créé pour que l'information circule. Si on coupe un point d'accès à Internet, il va passer par un autre point d'accès. Sur le web, le cadre de la loi est pourtant plus répressif qu'ailleurs, avec pour les auteurs de délits de lourdes peines prévues, jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Voilà pour ce sujet sur les réseaux sociaux. On va maintenant partir à Cannes, rejoindre un autre invité pour un entretien qu'on a enregistré quelques minutes avant le début de l'émission. C'est Nicolas Pélissier, que je salue. Nicolas Pélissier est professeur en communication à l'Université de Nice. Vous avez notamment écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelait Twitter, un monde tout petit. J'ai dit vous êtes en duplex de Cannes. Nicolas Pélissier, Manuel Valls a parlé après ces événements d'un encadrement des réseaux sociaux. Les ministres de l'Intérieur des 11 pays d'ailleurs européens ont souhaité pouvoir identifier et retirer plus rapidement les contenus incitant à la haine. Alors la question est très simple, c'est est-ce que c'est possible ? Alors, je crois qu'il est assez facile de faire des effets d'annonce concernant ces médias qui sont quand même très particuliers de par leur structure et de par leur mode de diffusion de l'information. Après, il faut revenir à la réalité. La réalité, on l'a vu dans d'autres pays, c'est qu'il est très très difficile de pouvoir contrôler ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Des dictatures avec un régime particulièrement sévère et vigilant sur les contenus s'y sont cassés les dents. Donc bien sûr qu'en mettant les moyens, on peut arriver à davantage de surveillance, mais je ne suis pas certain que ce soit la véritable solution. Alors Nicolas Pélissier, vous savez ce qu'on entend en ce moment un petit peu partout, c'est-à-dire ce rôle de Twitter, ce rôle de Facebook comme catalyseur de ces appels à la haine. Est-ce que cela aussi, ça reflète la réalité ou est-ce qu'il faut nuancer ? Je crois que là aussi, il faut nuancer. En effet, dans la twittosphère, par exemple, on a pu observer toute une série de hashtags ou de messages incitant ou faisant l'apologie des actes des terroristes, notamment de Kouachi et Koulibaly, les messages « Je suis Kouachi » par exemple. Mais il faut vraiment relativiser. Ce que nous disent les chiffres, par exemple, c'est qu'il y aurait tout au plus une 50aine de milliers de plébiscites
de ce message, alors qu'au contraire, tout ce qui a concerné le soutien à Charlie a concerné plus de 4 millions, voire 5 millions de tweets en faveur de messages pacificateurs. Donc il faut vraiment relativiser par rapport à cela. Une question également que l'on se pose, vous me répondez assez rapidement, est-ce qu'il est possible de vérifier des contenus avant publication? Dans le cas des réseaux sociaux, non. C'est-à-dire que... Dans le cas des réseaux sociaux, alors, il faut distinguer quand même le mode de fonctionnement des réseaux sociaux. En ce qui concerne Twitter, il a un usage beaucoup plus public. En ce qui concerne Facebook, il y a un usage beaucoup plus communautaire, basé sur l'entre-soi. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains cas d'ailleurs, Facebook a tendance effectivement à accentuer certains clivages, certaines différenciations entre les différents mouvements qui sont notamment en conflit. Alors que Twitter a une logique plus d'information en temps réel, avec tous les risques que cela comporte. Est-ce qu'il est possible il y a une logique communautariste. Est-ce qu'il est possible de bloquer des contenus avant publication sur un site internet? On ne parle plus de Twitter et de Facebook. Ah, sur un site internet, oui. Sur un site internet, oui. Sur les réseaux sociaux, c'est une affaire beaucoup plus compliquée, sur laquelle, effectivement, les gouvernements les plus autoritaires et les plus vigilants en termes de censure, encore une fois, ont eu beaucoup de mal à le faire. Nicolas Pélissier, est-ce que sans les réseaux sociaux, vous pensez qu'il y aurait eu ces attentats quand même? Ah, bien évidemment. C'est difficile à dire. Faire de la politique fiction, c'est un exercice quand même assez périlleux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sont pas les réseaux sociaux, en tout cas, qui sont la cause du phénomène. Hein. On est dans une logique effectivement différente du terrorisme. Hein. Le terrorisme a changé de nature. Les nouveaux mouvements terroristes, par rapport aux précédents, ils sont beaucoup moins centralisés, ils sont beaucoup plus décentralisés, c'est-à-dire ils sont le fruit de petites cellules plus ou moins autonomes qui vont mener des actions dans leur coin, alors qu'avant, effectivement, au temps du 11 septembre, une centralisation des opérations par Al-Qaïda, ancienne version. Et par rapport à ce terrorisme qui a changé de nature en matière de diffusion d'informations, il y a de nouvelles mesures qu'il faut prendre. Et les pouvoirs publics doivent prendre effectivement toute la mesure de ce changement. Un dernier mot, Nicolas Pélissier. Quel regard portez-vous, on ne va pas citer de nom de chaîne, hein, on va parler de façon générale, quel regard portez-vous sur le traitement médiatique des événements qui ont eu lieu en ce début d'année? Alors, j'ai observé certaines continuités avec ce qui a pu se passer par le passé, notamment au moment de la guerre du Golfe, et certains dérapages des télévisions d'information en continu. Mais là encore, je crois qu'il faut distinguer. Il faut distinguer des grandes chaînes d'information en continu qui ont une grande surface commerciale, qui ont des grands moyens financiers, ou alors qui sont soutenus par les États, et puis de nouvelles chaînes d'information en continu qui n'ont pas toujours les moyens financiers pour pouvoir faire du contrôle de la qualité des informations. Je crois qu'un modèle de référence est quand même celui des grandes agences de presse qui se donnent les moyens financiers pour faire ce que les Américains appellent du quality control, du contrôle de la qualité de l'information à différents niveaux hiérarchiques, de manière à éviter effectivement les abus, à pouvoir lutter contre certains dérapages que l'on peut observer, obtenir davantage de garde-fous en la matière. Pour cela, ça nécessite des investissements conséquents en moyens humains, financiers, matériels, en particulier dans le domaine de l'audiovisuel. Si une chaîne comme France 3, justement, envoie des équipes de tournage, ce n'est pas un hasard. Dans de nombreuses chaînes d'information en continu, ce sont des journalistes qui travaillent tout seuls, en solitaire, très peu épaulés, et pour lesquels ce n'est pas toujours facile de faire ce travail au quotidien. Merci Nicolas Pélissier. Xavier Garcia, je me tourne vers vous. Il nous reste très peu de temps avant midi parce que vous êtes assez accro aux réseaux sociaux, vous tweetez beaucoup. Alors on est d'accord que il y avait des attentats avant les réseaux sociaux, hein. Ça c'est évident. En revanche, il y a un aspect de catalyseur, de propagation, parfois de mimétisme de gens qui voient des tweets et qui ont envie d'imiter. Est-ce que c'est pas ça qui est dangereux? Alors, oui, je pense qu'il faut se doter d'un arsenal juridique contre les appels à la haine, mais je ne crois pas que c'est le principal problème des réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup plus inquiet sur cette espèce de magma simpliste qui est donné comme ça à des mineurs, souvent des collégiens, des lycéens, qui n'ont pas la grille de lecture pour disséquer les informations, notamment les théories du complot qui sont en train de sortir sur l'assassinat d'Ahmed Berabet, le policier qui a été abattu en pleine rue. Il y a une théorie du complot qui est en train de germer sur les réseaux sociaux, qui a été reprise d'ailleurs par Jean-Marie Le Pen ce matin dans un journal russe. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus parce que les mineurs qui sont face à ces réseaux sociaux n'ont pas les armes
éducative pour décrypter cette information-là. Merci Xavier Garcia. On va s'interrompre pour le flash du midi et après on va revenir sur ce qu'on disait avec la police. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui est un changement durable ou éphémère? Pour l'instant c'est le flash. Jean-Bernard Vitiello, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour ce flash avec à la une de l'actualité aujourd'hui cet incendie depuis ce matin à Cogolin dans un chantier naval donc dans le Var. Des dizaines de pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes qui ont touché une partie du hangar qui contenait près d'une trentaine de bateaux, mais seul un voilier serait détruit. Les gendarmes chargés de l'enquête ne savent pas pour l'instant si l'incendie est d'origine criminelle et s'il est en lien avec une série de sinistres qui a eu lieu la semaine dernière à la Croix-Valmer et où un entrepôt de bateaux avait été ravagé. On va écouter un des responsables des pompiers. Il est interrogé il y a quelques minutes par Coralie Chaillan et Didier Beaumont. L'intervention, on a eu des difficultés d'accès au feu, étant donné que les portes étaient fermées. C'est normal, hein, l'entreprise est fermée ce jour. Et dès que nous avons pu accéder à l'intérieur, le feu a été éteint rapidement. Donc nous avions sur les lieux 45 sapeurs-pompiers et 17 véhicules pour un sinistre d'un bateau de 22 mètres qui a brûlé totalement, mais que le bateau. Notez qu'une habitante de Cagnes-sur-Mer a été tuée par balle hier soir à son domicile près de l'avenue des Mimosas. Elle était vivante quand les pompiers sont arrivés sur place, mais elle est décédée des suites de ses blessures lors de son transport vers l'hôpital Saint-Roch de Nice. Peu après, son compagnon a été interpellé à l'hôpital d'Antibes à la suite d'un accident de la circulation, mais il n'a pu être interrogé car il était, selon la police, sous l'emprise de l'alcool. Quelques habitants de Lalonde-les-Morts dans le département du Var ont tenu à commémorer ce matin le drame des inondations d'il y a un an sur la commune, le 19 janvier 2014. Un homme de 73 ans avait perdu la vie, la pluie avait fait une autre victime avec un habitant de Cuers et puis une personne a été portée disparue à ce moment-là. À noter que d'autres intempéries se sont abattues plus tard, en 2014, sur la commune, en novembre notamment, en faisant de nouvelles victimes. Et puis à propos de météo, attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes du Sud ce week-end, notamment sur le massif du Mercantour. Ce risque est évalué à 4 sur une échelle qui contient donc 5 éléments, notamment sur les massifs du Mercantour. Il est totalement exclu de faire du hors-piste ou de s'engager en randonnée en raquette sur des zones à risque. Si vous êtes lycéen en terminale en ce moment, vous pouvez vous rendre jusqu'à ce soir à Nice au salon Studirama qui se tient au Palais Acropolis. Des milliers de formations vous sont proposées par 150 écoles ou universités. Ce sont, paraît-il, les écoles de commerce qui ont un certain succès d'après les organisateurs. Le sport, le foot et la Ligue 1 avec le beau match de Nice hier soir, c'était face à Bordeaux. Donc Nice qui jouait en maillot blanc et qui a d'abord encaissé un but. Mais on a marqué 2 ensuite en deuxième mi-temps avec Amavi à la 66e minute. Et puis ensuite Pléa à la dernière minute, 90e minute. Donc les Niçois ravis de cette victoire qui leur donne 3 points au classement du championnat. On va écouter l'entraîneur Claude Puel qui est évidemment très content de la prestation de ses joueurs. 2 ou 3 fois, on a été en situation, en gagnant nos matchs, d'être 4e, 5e du championnat. Et chaque fois, on n'a pas su monter la marche. Et chaque fois, derrière, on a aligné 2 ou 3 mauvais résultats. Et il a fallu se battre pour remonter dans le classement. Donc voilà, c'est une équipe qui apprend dans la difficulté, parce que c'est un championnat très difficile, mais qui doit encore être en capacité d'aligner une certaine régularité et s'inscrire dans une dynamique. Et puis en Ligue 1, toujours noté que Monaco reçoit donc Nantes ce soir. Voilà, c'est la fin de ce flash. Vous retrouvez tout de suite la suite de La Voix est libre avec Henri Migou et ses invités. Merci Jean-Bernard. À ce soir dans le journal pour un résumé de l'émission. On va reprendre pendant une dizaine de minutes un mot avec Madame Catherine Ruff. Tout à l'heure, on parlait de ce que vous constatiez auprès des jeunes que vous rencontrez, les jeunes qui sont adolescents d'ailleurs, hein, souvent, ce manque d'autorité. Ce manque d'autorité, il vient d'où? Est-ce que c'est la famille? On a parlé de l'école tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Écoutez, est-ce que ça vient de la famille également? Mais bien évidemment, ça vient de tout, on va dire, de tout l'environnement dans lequel baignent et sont élevés ces jeunes. Nous, on ne s'occupe pas particulièrement uniquement des adolescents. On a un public qui va de 7 à 77 ans.
Et on vient en aide aux plus fragilisés. Et notre souci, c'est surtout de donner les moyens à ces personnes de se défendre, notamment contre les extrémistes, puisque ce sont les plus fragiles. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils peuvent se jeter, entre guillemets, dans les bras d'une n'importe quelle autorité qui passe ? Se jeter, non, je ne crois pas, mais en tout cas, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, et surtout qu'on soit attentif à leurs problématiques et qu'on essaye d'y répondre. C'est ce que nous essayons de faire en apportant des réponses le plus globales possible à ces problématiques. Alors, question à Yvan Gastaut, Rudy Sall et Xavier Garcia. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'on a dit pour la police. Alors, c'est vrai que c'était des images quand même assez inédites, hein, cette communion entre la police et les gens qui manifestaient. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose qui a changé ? Est-ce que ça peut être un des ciments aussi de l'identité nationale, Yvan Gastaut ? Je pense qu'effectivement, il y a une nouveauté, ce moment d'œcuménisme national, il y a eu très peu en France. Si on prend l'histoire du 19 et 20e siècle, ce type de moment est assez rare. Bon, là, c'est un drame qui le provoque, mais on a eu la libération en 1944, on a eu un événement qui était le football en 1998 et la victoire de l'équipe de France. Et cet événement tragique. Donc vous voyez des natures très différentes qui ont mis dans la rue des gens qui se sont retrouvés quasiment tous dans un consensus républicain qui fait date. Évidemment, ce consensus ensuite se brisera. C'est une sorte de loi de l'histoire en quelque sorte. Et dans ce consensus, il y a cette émotion partagée sur plusieurs plans, notamment avec la police, ce qui, quelque part, si on retrace les dernières années de notre histoire contemporaine, la relation à la police est une relation compliquée et souvent une relation de critique sur plusieurs plans. Et là, notamment parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a eu une angoisse, parce qu'il y a eu aussi ce rassemblement, la police ayant agi avec beaucoup de brio, eh bien tout ça a provoqué sans nul doute une émotion qui profite à la police. Évidemment, ça peut ne pas durer, mais qui en quelque sorte fait partie de ce ciment autour d'une identité qui est en train de se renouveler et qui intègre davantage la police dans une positivité en quelque sorte qui fait que l'opinion réagit à ce niveau-là de manière différente qu'auparavant. Rudy Sall et Xavier Garcia, donc on a parlé de la police, il y a également la justice, il y a toutes ces valeurs un petit peu supranationales qui ont été mises en exergue ce dimanche. Est-ce que cette identité nationale, elle peut se trouver là ? Vous disiez tout à l'heure, Rudy Sall, que quelque chose avait changé. Mais il est nécessaire qu'elle se remette là. Moi, j'ai été heureux de voir que la réaction des Français, d'abord cette foule immense qui est descendue dans toutes les rues, qui ont été à l'honneur de notre pays et dans le monde entier. Parce qu'après ce drame, les Français ont fait preuve d'une telle réaction qu'ils ont emporté l'adhésion du monde entier en montrant que c'était un peuple debout. Ensuite, effectivement, que la police soit replacée à sa juste place. Parce que, encore une fois, on peut rendre hommage aux RAID et au GIPN et au GIGN qui font un travail extrêmement difficile. Mais c'est toute la chaîne de la police. Ça commence par la police municipale, par la police nationale, la gendarmerie, les douaniers, la sécurité civile, tous ceux et toutes celles qui assurent la sécurité des Français qui, tout à coup, se sont retrouvés reconnus. Et vous savez, lorsque je parle de la sécurité, je peux en parler d'une façon générale, y compris des pompiers, qui très souvent, lorsqu'ils vont porter secours, se font agresser. Eh bien, là, tout à coup, il y a un ciment qui se forme dans la population française pour dire maintenant, on est tous autour de notre police, chapeau bas. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui, je l'espère, va s'inscrire dans la durée parce que notre pays en a besoin. Xavier Garcia, vous avez vu que depuis le début, on essaie de ne pas faire trop de politique politicienne, mais est-ce que ces valeurs-là sont des valeurs communes à toute la gauche ? J'ai bien dit à toute la gauche, parce que effectivement, elles sont communes à une partie de la gauche, mais est-ce que toute la gauche se retrouve dans ces valeurs ? La majeure partie de la gauche. Je ne peux pas dire toute la gauche, parce qu'il y a une gauche extrême qui sans doute considère la police comme liberticide, alors que la police est le premier garant de notre liberté. On l'a vu, elle a payé un lourd tribut à la défense de la liberté, à la lutte contre la barbarie, avec des gens venus de tous horizons. Je parlais d'Ahmed Berabé tout à l'heure, il y avait une jeune femme, Clarissa, je crois, qui était d'origine antillaise, et puis Franck Brinsolaro, un Varois. Donc cela montre l'étendue de l'image républicaine que doit véhiculer cette police. Et moi aussi, j'étais très touché par les manifestations qui ont été manifestées à l'endroit de la police, parce qu'encore une fois, nous avons l'école comme premier pilier de la garantie républicaine, et puis il y a la police, et on l'oublie trop souvent quand on se fait contrôler dans la rue sûrement,
mais on s'en est souvenu aujourd'hui. Et la police est un ciment de la République. Il n'y a que les extrêmes qui ne sont pas d'accord avec ça. Je voudrais juste qu'on aborde un dernier thème. Regardez ce sujet, c'est un sujet qui a été fait à Toulouse concernant les sanctions contre l'apologie du terrorisme. Claire Sardin, Jean-Luc Pignon. Dans ce tramway, vendredi dernier, un homme de 21 ans s'en prend au contrôleur et clame sa solidarité avec les djihadistes. Les frères Kouachi, c'est que le début. J'aurais dû être avec eux pour tuer plus de monde. Décision du tribunal, 10 mois de prison ferme. Certains avocats s'interrogent sur l'utilité de telles peines. En quoi des jeunes garçons qui ont proféré des propos insupportables, qui vont entrer en prison pour quelques mois, vont en ressortir avec une meilleure conception de ce qu'est la République française et de ce que sont nos libertés. J'ai bien peur que malheureusement l'utilité symbolique aille à l'encontre de l'utilité réelle. Ces condamnations sont les premières traductions concrètes de la loi de novembre 2014 renforçant la lutte contre le terrorisme. Les autorités montrent qu'elles entendent frapper vite et fort. Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on aborde un point, c'est ce fameux Patriot Act. Vous savez que c'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis après le 11 septembre et qui restreint en gros un certain nombre de libertés fondamentales pour renforcer le pouvoir des services de renseignement. Très rapidement, vous me dites, est-ce que vous êtes pour Patrick Asensio? Oui, alors très rapidement, pour c'est compliqué, parce que ce qui se passe aux États-Unis ne peut peut-être pas être forcément adapté en France, mais je pense que dans l'idée, pourquoi pas, quelque chose à la française, quelque chose qui pourrait permettre, effectivement, dans ce climat, de ramener les gens vers un consensus national qui permettrait, sans trop priver de liberté, bien sûr, nos concitoyens. Parce qu'il y a quand même la liberté informatique est en jeu. Et... Yvan Gastaut, la France, c'est pas les États-Unis. Est-ce que ce modèle-là est applicable? Est-ce que les États-Unis sont pas plus prêts, entre guillemets, à accepter ce genre de choses? Certainement, il y a un exemple américain qu'on appliquera ou qu'on n'appliquera pas. Moi, ce que je veux dire ici, c'est qu'effectivement, se pose la question de la limite, se pose la question de la mesure, se pose la question, finalement, autour de tout ça, de la manière dont qu'est-ce qu'on accepte dans une société, est-ce qu'on accepte des propos, est-ce qu'on accepte des choses qui sont faites et qui peuvent insulter. Donc c'est, d'une certaine façon, une manière de réfléchir à un nouveau contrat social, d'une certaine manière, qu'a posé ce drame, et une nouvelle manière d'être citoyen. Alain Galland, on a reparlé, Éric Ciotti a reparlé des contrats de responsabilité parentale qui ont été arrêtés par le gouvernement actuel, et notamment de suspendre des allocations familiales pour les parents dont les élèves auraient perturbé les minutes de silence. Juste une chose, je ne vous demande pas si vous êtes pour ou contre, il nous reste une minute. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir ce débat dans l'éducation nationale? Sur cette question particulière? Oui, sur cette question particulière. On est dans cette histoire de Patriot Act. C'est des mesures qui pourraient suspendre un peu les libertés fondamentales. Sur le fond, pas uniquement sur la proposition de M. Ciotti. La question qui se pose, c'est est-ce que pour protéger les libertés, il faut les suspendre un peu? En fait, c'est ça la question qui se pose. C'est un peu difficile comme question. Moi, je pense que ça demande de longs débats. Pas que dans l'école, dans toute la société. Voilà. Après, moi je suis prêt à discuter de tout, de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Je vous remercie tous. Il nous reste très peu de temps, donc on est obligé de s'arrêter. On pourrait parler pendant 3 heures de ça, mais on a compris en tout cas qu'on pose la question de savoir ce qui va se passer maintenant, si dimanche est durable ou non. On verra avec le temps, et on a essayé de vous donner des éléments de réponse. Merci à tous. On se retrouvera samedi prochain pour un débat entre David Lisnard et David Rachlin. Très bon après-midi sur France 3. À samedi. Au revoir.